d'une civilisation obscurantiste, une civilisation islamique qui n'a pas une marche sauvage. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va regarder comment les grands médias ont réagi à l'irruption dans l'actu d'un événement inattendu, la révolte des Kanaks. C'était pas si inattendu que ça. Les spécialistes disaient depuis longtemps. Mais justement, les journalistes, c'est pas des spécialistes, donc regardons comment ils ont géré ça. On va pas se mentir, nous-mêmes, on n'est pas des spécialistes de la question. Par contre, on commence à bien connaître le système médiatique. On a travaillé sur le traitement des semaines qui ont suivi le 7 octobre. On a bien vu comment les narratifs des dominants s'imposaient comme des narratifs dominants. On a bien vu les difficultés qu'on pouvait avoir en France à évoquer la question coloniale en particulier. Eh bien, c'est tout ça qu'on va regarder aujourd'hui, en portant notre attention précisément sur les premiers jours de la révolte et sur leur traitement médiatique. La révolte des Kanaks, c'est une révolte de colonisés. C'est quand même dur de prétendre le contraire, mais ils vont essayer quand même. Alors on va voir comment ils s'en sont sortis, nos journalistes préférés. Bah pas très bien, hein. Ils ont évidemment pas parlé de révolte en Kanaki, ils ont parlé de crise, d'émeutes, de pillage en Nouvelle-Calédonie. Déjà, c'est pas le même cadrage. La Kanaki, c'est le nom qu'utilisent pour désigner leur pays les indépendantistes Kanaks. Les Kanaks, c'est un peuple de Mélanésie qui s'est fait envahir il y a 2 siècles par la France et dont le territoire est toujours occupé, exploité par l'État français qui, lui, nomme ce pays la Nouvelle-Calédonie. Évidemment, c'est de Nouvelle-Calédonie dont on va parler dans les médias français. Seul le journal L'Humanité a choisi d'utiliser le nom Kanaki Nouvelle-Calédonie. Vous voyez que là, il y a un enjeu. Est-ce qu'on prend le nom choisi par les colons ou le nom choisi par les colonisés? Vous voyez, c'est comme quand les pro-Israël essaient d'imposer le terme Judée-Samarie pour parler de la Cisjordanie. Vous comprenez bien que c'est pas anodin. Et c'est ce genre de questions que les grands médias ont dû trancher. Dans l'urgence, des arbitrages qui ont dû être effectués avant même d'avoir pu penser ces questions, avant même d'avoir pu se documenter sur une situation qu'ils semblaient découvrir. Nous avons besoin de comprendre parce que nous connaissons mal la situation en Nouvelle-Calédonie. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, nous on va pas remonter trop loin, on va remonter quand même au mois d'avril, ceci dit, parce qu'en avril tout était déjà en place et ça se jouait déjà dans la rue. À l'époque, il y avait des manifestations monstres. Par contre, on en parlait, mais sur France 24, et quand on évoquait les Outre-mer. Ça n'intéressait pas tellement la métropole, et pourtant les manifestations étaient spectaculaires. On parle d'environ 30 000 personnes dans les rues de Nouméa. En Nouvelle-Calédonie, la tension monte autour du sujet ultra sensible du corps électoral pour les élections provinciales, provoquant manifestations et contre-manifestations des indépendantistes et des non-indépendantistes. Les listes électorales sont figées depuis 1998 au profit des Kanaks minoritaires sur le territoire. Pour faire simple, le dégel du corps électoral, c'est la fin d'un processus qui aurait pu mener à certaines formes d'autonomie, voire peut-être à des réparations. Permettre à tous les habitants qui résident là-bas depuis plus de 10 ans de voter lors de ces scrutins régionaux, eh bien, c'est donner les pleins pouvoirs aux colons et aux métropolitains. L'enjeu, pour les Kanaks, c'est leur survie en tant que peuple et en tant que nation. Pour les colons, c'est d'obtenir enfin l'assurance qu'il n'y aura pas de décolonisation. Les deux parties jouent leur vie là-dedans. La Kanaki Nouvelle-Calédonie est une poudrière. Et pour s'en convaincre, il suffisait d'écouter la députée loyaliste Sonia Backès, il y a un mois, toujours sur France 24. On va se battre, et je le dis à Paris aujourd'hui, je le dis à tous les parlementaires qui tremblent, qui ont peur que ce soit le bordel en Calédonie. Le bordel, c'est nous qui le mettrons si on essaye de nous marcher dessus. Ça suffit maintenant! Eux, là, les loyalistes, les colons, évidemment, ils veulent rester sur l'île. Ils veulent même obtenir sa départementalisation, au moins la région sud, celle où il y a Nouméa, celle où il y a les richesses. Ils veulent que le gouvernement avance vite, et en finisse avec ces atermoiements de décoloniaux, là. Parce que l'île n'est pas un département français, c'est un territoire qui a un statut un peu particulier. 165 ans après la colonisation de l'archipel par la France, la Nouvelle-Calédonie est considérée par l'ONU comme l'un des 17 territoires non décolonisés que compte encore la planète. Pouvait-on lire dans Le Monde en 2018. Décoloniser, c'est pas l'indépendance tout de suite, ça veut dire déjà en finir avec un certain rapport colonial. Un rapport qui perdure sur l'île. Les colons possèdent toujours les industries, les commerces, et les colonisés, eux, sont appauvris, marginalisés, pas du tout intégrés évidemment, exploités. Bref, les rapports coloniaux se sont maintenus dans cette société, de manière assez choquante. Et le projet du dégel du corps électoral a provoqué ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire une révolte. Alors, comment on a présenté ça aux métropolitains? Vous avez à Paris des idéologues qui ne connaissent rien à rien. Vous avez cité tout à l'heure un journaliste, je pourrais en citer un autre, qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie et qui expliquent que la France a colonisé la Nouvelle-Calédonie, point. Ben, en même temps... Oui, mais toi aussi, t'es un idéologue. Ah, alors que Pascal Praud... Oh bah non. Journaliste objectif, c'est vrai. Dans les grands médias, tout a commencé le 13 mai.
Dans les jours qui ont suivi les premières nuits de pillage et d'incendie, il était évident qu'il fallait parler de la situation en Kanaki. Je vous laisse découvrir ce plateau d'experts et ce bandeau sur BFM TV. Avec nous ce soir pour commenter la situation, Christophe Coppen, qui est ex-commandant et négociateur en chef du RAID, Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France. Vous avez présidé le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer et avez eu en charge l'égalité des chances des Français d'Outre-mer en tant que délégué interministériel. Anna Cabana, éditorialiste de BFM TV, Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint de Tech & Co et Dominique Rizet, donc consultant police-justice de notre chaîne. Donc vous voyez, on a Patrick Caram, c'est un politique, un sarkozyste convaincu, Anna Cabana, la meuf de Jean-Michel Blanquer, on aura le point de vue de la Macronie, c'est bien. Peut-être même de petites indiscrétions sur l'humeur de Gabriel Attal et la manière dont il va boucler le dossier rapidement et avec autorité. Donc là, bon, on sait qu'on n'aura pas de point de vue de gauche. Les deux profils les plus politiques autour de la table, là, c'est des droitos. Hein. On n'aura pas de point de vue décolonial non plus, hein, mais oh bon. Non, mais je crois qu'on part pas là-dessus. Hein, non. Non, c'était pas l'idée. L'angle de BFM TV, là, il est vraiment dans la composition même du plateau, parce que en plus de Caram et Cavana, il y a Dominique Rizet et un mec du RAID, carrément. Donc on sait qu'on va avoir le point de vue de la police, qu'on va parler de maintien de l'ordre. Un bien beau débat en perspective. Là, ce plateau, il est vraiment caricatural. Il n'y a même pas un spécialiste de la situation sur l'île, ils sont pas cassés le cul. On dirait qu'ils ont fait ça dans l'urgence, qu'ils ont pris des gens qui traînaient dans les couloirs. Ouais, puis genre, ah, il y a un truc sur TikTok, là, c'est la tech. Raphaël Grabli, il fait quoi du service tech? Eh ben, il finit son café, il descend en plateau. Oui, vraiment, dans les premiers jours, on a senti que tout le monde était pris de court. On a senti que les journalistes ne savaient pas encore qui inviter. C'est tout con, mais même quand tu veux inviter des spécialistes, bah faut les connaître, faut avoir leur numéro et tout. France Info y était arrivé. Ce jour-là, le 16 mai, le jour où BFM avait choisi de se contenter du mec de Faites entrer l'accusé, Salia Braclia recevait Benoît Trépied, anthropologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste du droit kanak et de la Nouvelle-Calédonie. Et il avait pas mal de trucs à dire, parce que si les médias étaient à la ramasse, Darmanin, lui, avait commencé à imposer son cadrage, à marteler ses éléments de langage. Par exemple, il parlait déjà de voyous et il avait déjà commencé à qualifier la CCAT d'organisation mafieuse. La CCAT, c'est un comité de coordination, voilà, pour organiser les actions sur le terrain. C'est une orga assez jeune, mais c'est elle qui, par exemple, avait organisé les grandes manifestations d'avril qu'on vous a montré un peu plus tôt. La CCAT, depuis 3 mois, elle a multiplié les manifestations pacifiques, qui étaient extrêmement familiales, qui étaient dignes, qui ont été des grands moments finalement d'affirmation identitaire. Il y a des troupes de danse qui sont allées, des familles entières, etc. C'est tout sauf une bande de voyous. Et c'est là qu'on voit que c'est important le choix des invités. Le gouvernement, il a déjà un discours tout prêt. Donc quel est le rôle des médias? C'est de l'accompagner, ce discours, ou de le mettre en perspective? Dans l'urgence, bien évidemment, ce sont les experts qui vont pouvoir faire ce travail et qui vont même permettre aux journalistes d'y voir plus clair, de mieux connaître les acteurs, de les identifier, d'échapper aux éléments de langage du gouvernement. Encore une fois, parce que c'est une situation coloniale, je suis désolé de le répéter, oui. Mais de fait, c'est cette situation coloniale qui a construit des rapports antagonistes entre les communautés. Et c'est bien évidemment ce contexte colonial qui va mettre un petit malaise dans les rédactions. Alors, évidemment, dans la presse écrite, on en parle correctement, on raconte les choses. Mais sur les chaînes info, on n'est pas là pour faire de l'histoire, de la géographie, de l'anthropologie ou je sais pas quoi. On est là pour commenter les trucs qui crament. Il y a des trucs qui crament, il y a des images, on commente les images de trucs qui crament. Et puis, comment faire revenir l'ordre? Là, maintenant, on fait quoi? Non, parce qu'on parle des chaînes d'infos, mais sur le JT de France 2, c'était pareil. Hein. Ce gymnase est entièrement détruit par les flammes. Pour la 2e nuit consécutive et malgré le couvre-feu, Nouméa s'embrase. Des affrontements ont lieu entre les forces de l'ordre et des manifestants, parfois lourdement armés. Un blindé et des unités de gendarmerie interviennent. On met bien sûr l'accent sur la dégradation des biens, surtout des commerces d'ailleurs. Et on nous parle des habitants. Pas n'importe quels habitants, hein, les blancs. Mais ils sont juste présentés comme des habitants. Ils habitent là, quoi. Les habitants vivent dans l'angoisse. On fait un sac avec nos passeports prêts et c'est hyper inquiétant et hyper anxiogène de savoir qu'on est en sécurité nulle part. Et on se dit quand est-ce que ça va être notre tour, quoi, quand est-ce qu'ils vont arriver par ici. Ces habitants, ces simples habitants là, eh ben, ils installent un nous et un eux, ils ont peur du eux. Hein. Le nous, évidemment, on est un peu compris dedans, on s'identifie. Et le eux, c'est des pillards, des silhouettes lointaines, inquiétantes, qui pillent, hein, on sait pas pourquoi, ils sont dangereux. Dans ce sujet, pas de témoignage de kanak. Bon, on se doute bien que les journalistes vont pas aller interroger les pillards en pleine séance de loot, mais ils auraient pu faire une visio avec une mère kanak inquiète que son enfant soit dehors, par exemple. Non, parce que dans ces cas-là, tout le monde est inquiet, il n'y a pas que les blancs. Ils ont spontanément, dans l'urgence, adopté le point de vue du colon.
Et c'est le point de vue du colon inquiet qui sera adopté aussi pour parler des insurgés, des pillards, mais aussi des alcooliques, des analphabètes, des idiots, des violents, des terroristes, des sauvages quasiment. Des racistes même. S'ils s'attaquent au commerce des Blancs, c'est parce qu'ils sont fondamentalement racistes. C'est un point important ça. Quand on veut préparer l'opinion publique à une répression féroce, il faut commencer par dresser un portrait effrayant de ceux qu'il va bien falloir réprimer. C'est de Blancs maintenant. Parce qu'une fois qu'ils ont tous saccagé à l'extérieur, maintenant il faut aller terroriser du blanc. On parle de terrorisme. Ce qui me révolte le plus, c'est pas l'état de ces êtres. On ne parle même pas d'êtres, là on parle de chair de haine. De chair de haine, je peux pas vous dire autrement. De chair de haine sans cervelle. Des chairs de haine sans cervelle. Je sais pas si on peut aller plus loin dans la déshumanisation. Je sais même pas si j'ai déjà entendu une manière aussi abjecte de parler d'un être humain. Et puis, ils veulent mettre les Blancs dehors. C'est du racisme en fait. C'est du racisme anti-blanc même. C'est un État racial qui nous est proposé. C'est un État raciste qui nous est proposé. Les Blancs dehors, qu'est-ce que ça veut dire, les Blancs dehors? Vous voyez le retournement, hein. Les Français vont là-bas, installent des politiques coloniales, des politiques racistes en fait, et ce sont les colonisés qu'on traite de racistes le jour où ils disent « Non, si, les Blancs dehors là ». Il y a encore cette transmission dans les familles de ce passé colonial, de toutes les exactions qui ont été commises à l'encontre des Kanaks, les spoliations de terres, les viols, la soumission aux travaux forcés, expliquait la sociologue Evelyne Barthou dans un article de TV5 Monde. Et ça ne remonte pas au XVIe siècle. Les Français sont arrivés vers 1850, donc ça remonte à quelques générations à peine, c'est très récent. Pour les Kanaks, les blessures sont encore à vif. Et ce rapport brutal qu'ont les colons aux autochtones, il n'a pas disparu magiquement. Et évidemment, ce racisme qui perdure n'est pas montré dans les grands médias, il n'est pas très documenté. De toute façon, on ne documente pas le racisme. En France, on vous renvoie à notre épisode précédent. Le racisme, c'est pas un truc dont on parle. Enfin si, on peut parler de racisme dans ce pays, mais de racisme anti-blanc ou d'antisémitisme. Donc les seuls qui sont racistes, ce sont les Noirs, les Arabes, et dans ce cas-là, les Kanaks. Et donc, puisque les grands médias ne nous parlent pas du racisme des colons, du racisme qui s'exerce contre les Kanaks, eh ben il faut aller chercher dans les archives. Et c'est ce qu'ont fait les internautes. Ils ont exhumé un numéro de Striptease, la célèbre émission documentaire. Un numéro réalisé en 1998, peu avant le référendum qui allait ratifier les accords de Nouméa. Cet épisode était découpé en deux parties. La première s'appelait Putain de Caldoche, et la seconde, celle qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers jours, s'appelait Enculé de Kanak. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est pas les Kanaks qui commencent à péter les couilles aux blancs, hein? Alors, allez, bouge-toi le cul un peu. Pas payer rien branler là, hein. Pas les Kanaks qui vont faire chier les blancs. Hein? Putain, c'est quoi un Kanak? Ils savent jamais rien, ces enculés là. L'indépendance, c'est pas vous allez faire comment que les blancs vont être partis, hein? Vous allez faire comment qu'il n'y aura plus de blancs? Et après, ça crée un indépendant. C'est marrant, quoi. Hein, c'est ce qui s'appelle vulgairement cracher dans la soupe. C'est comme ça. Hein. Avant d'être indépendant, il faut se rendre indépendant économiquement, puis après on peut réclamer une indépendance totale. Mais tant qu'on dépend d'un pays, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'affermer. Hein. Là, évidemment, on voit le racisme. On voit comment le colon parle au colonisé. On dirait des images d'un autre âge, et pourtant c'est de 1998. Non mais vous vous rendez compte? Et il y a un autre passage de l'émission qu'on voulait vous montrer, même s'il a moins fait réagir. Regardez. Tout ça, à partir de là, c'est chez moi, ça. Tout ça. Tout ce magasin là. Là, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Ça, c'est une ancienne boulangerie, ça, voilà. C'est à moi, c'est ça. Et là, j'ai loué, les gars, ils font une menuiserie dedans. L'appartement, c'est à côté, c'est à moi. Voilà, c'est ça l'appropriation des terres, des richesses. Ça donne des gars comme ça, qui possèdent tout, qui se sont considérablement enrichis et qui traitent les locaux comme de la merde. La colonisation, c'est la dépossession. 1998, c'était hier. Et pendant que nous, on vivait dans une France où on scandait « Zizou président », eh ben eux, ils vivaient dans une société où on pouvait dire « enculé de Kanak ». Voilà. En 1998, Nicolas Metzdorf avait 10 ans. Fils de colon, d'une famille de possédants et de dirigeants politiques, il a grandi dans cette ambiance-là, au milieu de blancs qui parlaient comme ça, sans doute. Aujourd'hui, c'est un député Renaissance de Kanaki Nouvelle-Calédonie, farouchement opposé à l'indépendance. Il est rapporteur du projet de loi qui veut réformer le corps électoral calédonien. Et c'est lui qui a été invité absolument partout, dès le 13 mai, pour diffuser ses éléments de langage et nous expliquer son point de vue de colon. Cette jeunesse alcoolisée, dangereuse, a été biberonnée aux discours indépendantistes les plus radicalisés depuis leur enfance. Des discours qui veulent faire croire qu'il y a des gens plus légitimes que d'autres en Nouvelle-Calédonie à cause de l'histoire. Et toi, t'as été biberonné à quoi, Nicolas Metzdorf? Comment on parlait des Kanaks chez toi le dimanche en famille?
Une autre personnalité dont on a aussi beaucoup parlé, à qui on a beaucoup donné la parole, c'est Sonia Backès. Présidente de la province sud de la Nouvelle-Calédonie, elle aussi députée Renaissance, bien qu'elle ait des idées très proches de l'extrême droite. C'est elle qui menaçait en avril les parlementaires français de mettre le bordel sur l'île si la loi n'était pas votée rapidement. Aujourd'hui, elle appelle toujours à la violence, mais elle a le soutien des gendarmes. Aujourd'hui, concrètement, on a des gens, des Français, qui tirent sur les forces de l'ordre pour atteindre un objectif qui est de mettre dehors d'autres Français. Et je note également que vous parlez de terroristes, pas d'émeutiers. C'est plus le cas aujourd'hui. Des émeutiers, c'est ce qui a été connu en métropole il y a quelques mois. Là, on est dans des armes, ils brûlent les maisons, les magasins, ils pillent. Et elle, en 98, elle avait 22 ans. Voilà. Alors, ça peut paraître mesquin comme rappel, mais c'est pour vous dire que quand elle vous parle de Français en face d'autres Français, on est tous égaux, je sais pas quoi, elle se fout de votre gueule. La société, là-bas, est largement ségrégée. Ces gens sont des colons qui ont été élevés dans une société coloniale. Et pourtant, c'est eux qu'on invite. À la matinale d'Inter, par exemple, dans cette interview qui date du 15 mai, voici comment était reçu Nicolas Metzdorf. La famille de Sonia Backès, qui est donc la présidente de l'Assemblée de la province du Sud et ancienne secrétaire d'État à la citoyenneté, a été visée. C'est même le domicile de sa famille a été incendié. Sur BFM TV, elle dit « Mon père n'a pas été attaqué parce qu'il est mon père, il a été attaqué parce qu'il était blanc ». Voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'il y a du racisme anti-blanc? Aucune critique sur les déclarations de sa pote Sonia Backès, le cadrage est celui du colon. Vous êtes d'accord avec ce cadrage, Nicolas Metzdorf? Tu m'étonnes qu'il est d'accord. C'est sa pote, on a dit? Oui, il y a des Calédoniens qui sont attaqués parce qu'ils ont une couleur de peau particulière, parce que justement on a entretenu le fait qu'il y avait des gens plus légitimes que d'autres. Les indépendantistes sont donc les racistes, Très bien. Oui, voilà. C'est comme, tu vois, des jeunes là qui sont racistes anti-blancs, qui veulent pas s'intégrer, ils veulent juste piller, ils sont juste violents, ils sont là, ils regardent les écrans, ils regardent TikTok, tout ça, mais c'est comme les émeutes après la mort de Naël en fait, c'est les mêmes, c'est la même chose. C'est en tout cas comme ça que les choses ont pu être présentées sur CNews. Je pense qu'il y a autant de rapports entre les revendications indépendantistes et ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie qu'entre la mort de Naël en juillet dernier et les émeutes de l'été dernier. Non mais vous avez vu le bandeau de CNews? Ils ont bousillé notre île. Ces Kanaks là, ils détruisent notre île. Voilà, c'est fait en fait. C'est à eux l'île. Alors là, on fait plus semblant de croire que tout le monde est français, un homme, une voix et tout. Il y a bien un eux et un nous. Alors évidemment, aujourd'hui, beaucoup de voix appellent au calme, y compris du côté kanak. Il y a déjà eu beaucoup de morts, des gendarmes, mais bien sûr aussi de jeunes Kanaks. Et ça, on n'en parle jamais. C'est même ce que reprochait à BFM TV Isabelle Merle le 15 mai. 3 morts, et parmi les 3 morts, il y a 2 jeunes Kanaks au moins, même 3 jeunes Kanaks, je crois, vous ne le dites pas, vous devriez le dire quand même. 2 apparemment de sources journalistiques locales qui ont été tués sans raison. Donc faudrait quand même préciser. Des Kanaks qui ont donc été tués par des colons qui sont surarmés. On dit souvent qu'il y a environ 100 000 armes en circulation sur l'île, mais on oublie souvent de préciser qu'elles sont majoritairement détenues par des colons. De toute façon, on parle pas de colons surarmés, ça se dit pas, non, on parle d'habitants. On parle de citoyens inquiets, de citoyens qui se constituent en comité de quartier, qui se constituent en milice. Ils le disent eux-mêmes, en milice. Oui, ils le disent, oui. Inévitablement, les gens se sont constitués en milice pour aider les forces de l'ordre qui, malgré tous leurs efforts, étaient en nombre insuffisant. On peut le dire sans que ça choque Olivier Truchot, ça l'intéresse. Ah oui, tiens, des milices. Vous parlez de milices, comment s'organise-t-elle? Du coup, qui prépare les sandwichs? Vous avez des armes? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Vous avez un groupe WhatsApp? Bon allez, bon courage monsieur, tenez bon. Ouais mais c'est de l'autodéfense, c'est des milices d'autodéfense. On a bien le droit de se défendre quand on est attaqué. Enfin, je le vois, je l'ai vu assez dans l'air, c'est évident pour tout le monde apparemment. Bien sûr. Il y a des milices d'autodéfense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population prend les armes pour se défendre elle-même face aux émeutiers, elle se fait justice? Alors, il y a également un nouveau paradoxe, c'est celui de devoir assurer sa sécurité dans un État démocratique qui devrait le faire de manière à ce que les citoyens ne le fassent pas de leur propre chef dans un état de légitime défense. Et oui, en situation coloniale, une fois là-bas, une fois colon, faut bien se défendre. Comme les Français d'Algérie devaient eux-mêmes se défendre. Une fois au pied du mur, vous voulez faire quoi d'autre? Ce sont les mêmes discours qu'à l'époque de l'Algérie française, et les similitudes ne s'arrêtent pas là.
On a aussi pu entendre, par exemple, que les Kanaks ne sauraient pas gérer leur propre terre et puis que c'est nous qu'on a construit des routes et des écoles, enfin vous voyez le topo. Pour ce qui est des comparaisons, la plupart du temps, on accepte de comparer ça aux révoltes des banlieues. Par contre, n'allons pas trop loin, rien à voir avec la révolution en Algérie. Ah non, là-dessus, Routel Krief, elle a été très claire. Hein. Le temps des colonies, tout ça, c'est fini, il n'y a plus de colonies, c'est une affaire réglée depuis longtemps, ça. Et donc, depuis le discours de Brazzaville du général de Gaulle en 1946, nous n'avons plus une population nous n'avons pas le schéma de la population minoritaire qui détiendrait le pouvoir et une majoritaire qui serait opprimée. En plus, cette population kanak, elle a le droit de vote depuis 1957 et surtout, donc je crois que le schéma décolonial simpliste ne s'applique pas à ce territoire. Alors là, moi, je sais pas quoi rajouter. Elle a pas regardé Striptease, elle. Non, la take est osée quand même, hein. Et même Jean-Michel Apathy, il s'est dit je peux pas laisser ça comme ça, il lui a répondu sur Twitter. Écoutez, comme l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie a été conquise par la force. Des rébellions contre l'occupant ont été réprimées de la même manière, ici et là-bas. Un statut de l'indigénat restrictif et humiliant a été appliqué ici et là-bas. La terre a été volée pour des colons dans les deux territoires où a été imaginé à l'identique le projet de colonie de peuplement. Bah voilà, reconnaître qu'il y a des similitudes entre les deux situations, c'est reconnaître que, bah oui, va peut-être falloir partir. La décolonisation, parfois, c'est ça, faut rapatrier les colons, quoi. Pas tous. Tous, Christine, tous. Et oui, à l'époque, pour l'Algérie, on a rapatrié les colons. Même ceux qui étaient nés ici, bah oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Vous préférez quoi, en fait? Vous préférez soit la ségrégation, on continue la ségrégation, on fait une guerre civile complète, on les écrase dans le sang? Parfois, le rapatriement, c'est la solution la plus humaine. Sauf qu'en Kanaki, contrairement à ce qui s'est passé en Algérie, le peuplement a déjà bien avancé. Aujourd'hui, les Kanaks sont minoritaires, ils ne représentent plus que 40% de la population. Donc à ce moment-là, on peut les écraser politiquement en invoquant la démocratie. Oh oui, la démocratie, bonne idée, tiens. Tous les gens nés après 1998, même s'ils sont en Nouvelle-Calédonie depuis des générations, même s'ils sont nés sur place, ne peuvent pas voter parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Oui, forcément, si on n'explique rien, ça fait bizarre, oui. S'il y a bien un sujet qui mérite de la contextualisation, c'est bien celui de la situation coloniale en Kanaki. Mais vous voyez que c'est difficile, et c'est d'autant plus difficile quand on se refuse à parler de colonisation, à appeler un chat, à appeler les colons des colons. Ah mais on peut pas dire colons parce que des gens comme Nicolas Metzdorf ou Sonia Backès, ils sont nés là-bas, donc tout le monde est français, tout le monde est calédonien, il n'y a plus de colonisés, il n'y a plus de colonisateurs, c'est bon. Alors, combien de générations il faut pour ne plus être un colon? On sait pas. Par contre, tant qu'il y a une situation coloniale, il y a des colons. Bon, bah là, la situation coloniale, elle est assez évidente. Ah oui, comment sont traités les Kanaks? D'égal à égal? C'est peut-être vrai dans la loi, mais ça n'est pas dans les faits. On a des gens qui sont chez eux, qui n'ont pas d'emploi, qui vivent, qui sont défavorisés. Et à côté de ça, on voit des employeurs qui font venir des gens de métropole pour venir travailler. Donc, Ça, c'était la matinale de France Culture samedi dernier. Et l'homme que vous venez d'entendre, c'est Romuald Pidgeot. C'est le secrétaire adjoint de l'Union calédonienne. C'est un des rares Kanaks qu'on a pu entendre dans les médias français. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu l'acteur Rivaldo Pawawi, assez ce soir. Il y a eu Christian Tin, un des responsables de la CCAT, dont une interview a été diffusée sur France Info. On appelle au calme et puis dire que le temps du deuil, là, dans lequel on veut consacrer un temps pour tous ces jeunes et puis pour la famille du gendarme, de manière à ce qu'on puisse avancer sereinement dans le temps. Il appelait au calme, bien sûr, mais rappelait également les conditions dans lesquelles cette jeunesse avait grandi et n'avait pas pu se faire une place dans cette société coloniale, toujours dominée par les Européens. J'assume les difficultés que traverse cette jeunesse-là qui n'a pas eu droit. Ces jeunes diplômés dans les quartiers aujourd'hui, là, qui n'ont pas eu droit à cette chance de pouvoir se construire une vie. Là-dessus, il dit, comme Romuald Pidgeot, les Européens restent entre Européens. Ils font même venir d'autres Européens pour occuper les emplois, hein, surtout les emplois de cadres. Ils encadrent la société, ils possèdent les commerces, l'immobilier, bref, c'est assez clair. C'est une situation coloniale presque caricaturale, c'est une situation qui, en 2024, paraît anachronique.
Mais pour comprendre cette situation, oui, il faut écouter toutes les parties, pas seulement les colons effrayés. Il faut inviter des chercheurs, maintenant c'est bon, les rédactions ont les numéros de Benoît Trépied ou Isabelle Merle, on va pouvoir avancer. La répression ne va pas tout régler, loin de là. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que les grands médias vont aider les métropolitains à mieux comprendre cette situation particulière, ou est-ce qu'ils vont se contenter d'accompagner la répression en épousant toujours le point de vue du colon, jamais nommé comme tel? On va voir, hein, on va suivre ça de près, mais enfin bon, là c'est mal barré. Allez, on se retrouve la semaine prochaine.